À l'instant, une personne dans cette noble assistance me demandait pourquoi j'avais choisi cette journée du 17 mars pour cette réunion, cette conférence de presse. Et il suggérait l'idée que c'était parce que aujourd'hui c'est le lendemain d'hier. Hier c'était, vous savez, la date limite de dépôt des parrainages pour les élections présidentielles. Et on aurait pu penser que c'était lié. En fait, je voudrais m'inscrire en faux contre cette position. Si j'ai choisi la date d'aujourd'hui, il y a effectivement une raison. Elle est très simple. Elle est aussi liée à un calendrier. C'est parce que dans 3 mois, jour pour jour, nous serons donc le 17 juin et ce sera le deuxième tour des élections législatives. C'est par rapport à cette élection que j'ai voulu faire cette réunion. Et pour vous dire d'abord que c'est vrai que 5 semaines après l'élection présidentielle, eh bien, nos compatriotes vont retourner aux urnes pour renouveler l'Assemblée nationale. Alors l'Assemblée nationale, donc les députés, vous connaissez, je crois, leur fonction. Ils auront d'abord, avec les sénateurs, pendant les 5 années à venir, pour charge de légiférer sur les grandes orientations qui auront été choisies par le prochain président de la République, et donc de déterminer l'avenir de notre pays. Mais si je parle des députés, c'est aussi pour ajouter que leur fonction, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Alors, on le voit souvent à travers les traditionnelles questions d'actualité qui sont télédiffusées les mardis et mercredis. Mais il y a bien d'autres manières de contrôler cette action. Il y a les questions orales, il y a les questions écrites, il y a également les commissions d'enquête parlementaire. Tout cela est bien moins médiatique que ce qu'on voit à la télévision, mais c'est tout aussi important et tout aussi prenant. Et je voudrais surtout ajouter aussi, parce que je me sens très concerné par ça, que le rôle des députés, comme tous les élus locaux d'ailleurs, eh bien c'est de participer, de collaborer auprès des forces vives locales au développement des projets de territoire. C'est aussi de s'occuper des problèmes des gens qui ont des difficultés, à travers par exemple les permanences dans les différentes communes de leur circonscription. Et puis, le député, c'est aussi quelqu'un qui, de par son statut, est le porte-parole de sa circonscription auprès des structures déconcentrées de l'État, les préfectures, ou auprès de l'administration centrale, les ministères. Alors, si je fais ce rappel, c'est simplement pour dire ce que vous savez déjà d'ailleurs. C'est que les élections législatives constituent un acte majeur dans la vie politique locale. Et donc, les éventuels candidats qui se présentent à ces élections doivent, je pense, avoir bien à l'esprit l'ensemble de ces contraintes, de ces devoirs, qui sont ceux des députés. Pour ma part, après avoir mesuré les difficultés dans lesquelles se trouvent nos concitoyens, après aussi avoir pris la mesure de l'état du pays, que vous connaissez au niveau économique et au niveau financier, j'ai décidé de présenter ma candidature aux élections législatives dans le cadre de ma circonscription, la 11e circonscription du Pas-de-Calais. La 11e, c'est l'ancienne 14e, à laquelle vous enlevez la partie de Méricourt qui en faisait partie, vous rajoutez Libercourt et Carvin, et vous obtenez en gros la communauté d'agglomération avec la ville de Bois-Bernard en moins. Donc une grande circonscription, un peu plus importante que la précédente, plus de 140 000 habitants, que je connais bien. Cette candidature s'inscrit dans la continuité de mon action politique. Je le dis parce que ça fait pratiquement 20 ans, 19 ans exactement, que je participe au débat électoral relatif aux élections législatives. C'est en effet la 5e fois consécutive que je serai candidat. Je pense pouvoir dire de manière exacte que je serai le seul candidat dans cette situation, dans la 11e circonscription. J'ajoute aussi qu'à moins qu'il y ait un parachutage stratosphérique qui est droit, que je ne connais pas,
je suis aussi le seul candidat qui aura déjà été élu député. Alors, si je fais ce rappel, c'est bien pour marquer que cette candidature s'inscrit dans la volonté, dans ma volonté. Ce n'est pas une candidature d'opportunisme, de suivisme, ce n'est pas une candidature liée au hasard du calendrier, non. Il y a une volonté de ma part. Ici, j'ai voulu cette conférence de presse, bien entendu, c'est pour signaler que je suis candidat, il faut le dire officiellement, mais c'est surtout pour expliquer les raisons qui m'amènent aujourd'hui à cette candidature. Il y a une première raison qui est liée à ce que je pourrais appeler mon profil politique. Ce profil, vous le connaissez, je suis plus centriste qu'extrémiste, et j'ai toujours inscrit mon travail d'homme politique en dehors des formations politiques dans les assemblées où je siège, où j'ai siégé. Que ce soit dans mon conseil municipal à Noël-Godot, que ce soit au conseil général, que ce soit à l'Assemblée lorsque j'ai été député, que ce soit à la communauté d'agglomération, je n'ai jamais été inscrit dans un groupe politique. Et quand j'étais dans un groupe, c'était un groupe technique que j'avais formé ou dirigé, comme au conseil général ou comme à l'Assemblée. Donc cette indépendance, pour moi, elle est importante. Pourquoi donc ce profil est un profil intéressant? Il faut remonter un peu en arrière. En 1994, j'étais donc député, je siégeais à la commission des affaires sociales et culturelles. Et je me souviens très bien d'une intervention d'un de mes collègues députés socialistes, qui était donc dans cette mandature dans l'opposition, qui avait fait une intervention assez dramatisée pour nous expliquer que la France était dans une situation catastrophique parce que la dette du pays, en 1994, s'élevait à 46% du produit intérieur brut. Bon, vous savez que le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses qui sont produites dans le pays pendant une année, richesses produites par l'industrie, par le commerce, aussi par les services. 46%. Eh bien, mesdames et messieurs, vous savez tout aussi bien, et aussi bien que moi en tout cas, qu'aujourd'hui, ce déficit se monte à près de 90%. Près de 90%. Vous mesurez l'augmentation. Et si on ne fait rien, et quand je dis si on ne fait rien, c'est-à-dire simplement si on laisse filer les remboursements de l'emprunt, notamment des intérêts tels qu'on le fait actuellement, dans une bonne dizaine d'années, pas davantage, ce déficit se montera à 130% du PIB. 130% du PIB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France est en faillite. Et la France en faillite, c'est simple, ça veut dire plus d'argent pour payer les fonctionnaires, plus d'argent pour payer les retraites des pensionnés, plus d'argent pour payer les allocations aux demandeurs d'emploi ou aux familles, faillite, un peu comme la Grèce. Donc vous imaginez bien, et on l'entend de ci de là dans le débat des présidentielles, pas toujours d'ailleurs, que cette continuité n'est pas envisageable. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut d'autant moins continuer comme ça que, au-delà de l'aspect gigantesque de cette dette que nous avons à rembourser, eh bien, elle est également exponentielle. Je veux dire par là que, dans la mesure où vous ne remboursez pas dans l'année tous les intérêts dus dans l'année, eh bien, la dette, elle continue d'augmenter. Et il y a un chiffre que j'ai lu il y a quelques semaines, c'est un journaliste du Nord d'ailleurs qui l'a écrit dans un éditorial de son mensuel. Le journal s'appelle Autrement dit, je crois que tout le monde le connaît un peu. Et ce journaliste écrivait, bah écoutez, c'est ça, si vous voulez avoir un chiffre pour savoir où on va, eh bien sachez que notre dette, elle augmente de 1 million d'euros toutes les 3 mois. Alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais vous voyez combien on doit d'argent en plus depuis que j'ai pris la parole. Et si on ne fait rien, évidemment, cette perspective ne fait que se poursuivre. Alors qu'est-ce que je viens faire dans cette présentation? Eh bien demain, il faudra que des décisions soient prises, courageuses, difficiles. Et moi je dis qu'aucune majorité classique, qu'elle soit de droite ou de gauche, ne pourra prendre cette décision courageuse, s'ils veulent bien le faire. Parce qu'elle le fera avec 50 ou 51% des élus,
Et le reste, eh bien, ira par la population manifester dans les rues, parce qu'ils ne seront pas contents de cette décision, bien évidemment. Donc, pour pouvoir imposer demain ces décisions, il faudra, à mon avis, sinon un gouvernement d'unité nationale, ou du moins un gouvernement élargi à l'ensemble des formations démocratiques qui souhaitent participer à cette reconstruction indispensable. Et moi, personnellement, je prends mes responsabilités et je dis que je m'inscrirai positivement dans ce débat si, naturellement, le but du gouvernement qui sera nommé par le prochain président de la République se donne clairement pour objectif d'essayer de rétablir les comptes de la nation. Ce que ne feront pas d'autres candidats qui, naturellement, respecteront le sectarisme de leur parti personnel. Voilà donc ma position par rapport à ce gros problème qui, aujourd'hui, est dans la responsabilité du futur président de la République, mais qui, naturellement, nécessitera un vote du prochain Parlement. Il y a une deuxième raison qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, et cette raison, elle tient davantage à la situation du milieu politique local. Je crois qu'on peut dire que la situation de cette 11e circonscription, elle est absolument unique en France. Quelle est-elle? Vous avez un parti socialiste qui est considérablement affaibli. Alors c'est vrai, tout le monde pense à qui vous savez, tout le monde a lu le livre que vous connaissez. C'est vrai que les conséquences juridico-littéraires de l'affaire dite d'Allongeville est présente dans tous les esprits. Mais il n'y a pas que l'affaire d'Allongeville. Moi, je lis la presse tous les jours. Encore hier, dans un grand journal du soir que vous connaissez bien, en première page, il y avait la photographie d'un député du Pas-de-Calais, du bassin minier, d'un député socialiste. Et cet article, eh bien, depuis des semaines et des semaines, il est reproduit, commenté à travers la presse locale, nationale, télévisée, etc., etc. Cet affaiblissement, il est grave pour le Parti socialiste, naturellement, qui reste un grand parti dans notre pays et qui mène actuellement une campagne nationale pour l'élection présidentielle tout à fait classique et tout à fait normale. Mais c'est sur un plan local que les choses sont difficiles. Les gens parlent, les gens jugent. On n'est plus à l'époque où le candidat socialiste était élu dans un fauteuil. On n'est plus dans une époque où les gens votaient les yeux fermés, dans leur grande majorité, pour le candidat socialiste. Et c'est ce qui a fait le bonheur de M. Albert Facon pendant des lustres. Cette période-là est terminée. On va comparer, on parle même de votre sanction. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que le Parti socialiste ne pourra plus, dans cette élection, bénéficier au deuxième tour de ce qu'on appelle le Front républicain. Vous savez ce que c'est? Contre le Front national, l'ensemble des démocrates s'unissent et font passer qui? Le candidat socialiste. Eh bien, ça n'existera plus, car il n'y a plus cette confiance qu'on place dans le candidat socialiste. Et j'ajoute même que dans ce climat délétère dont je venais de parler, il y a même des éléments qui viennent de l'intérieur du Parti socialiste. Vous avez tous vu, entendu, cette bataille des chefs qui a donné lieu à la désignation du candidat du Parti socialiste. Donc, un Parti socialiste affaibli, qui évidemment ne peut que réjouir Madame Le Pen. Madame Le Pen, parlons-en un instant. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Personnellement, je considère qu'elle ne gagnera pas l'élection présidentielle. Et donc, qu'elle sera candidate aux élections législatives dans la 11e circonscription. Elle sera candidate elle-même, ou peut-être par personne interposée, par M. Briouat interposé. Mais elle sera présente. Madame Le Pen a déjà été extrêmement dangereuse il y a 5 ans. Vous avez sans doute les chiffres en tête. Au deuxième tour de cette élection, elle avait pratiquement 42% des suffrages.
Eh bien moi je dis qu'elle sera encore plus dangereuse au mois de juin. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est devenue présidente d'un parti, et non pas simple candidate arrivée dans la circonscription comme il y a 5 ans. Président du Front National. Deuxièmement, elle va évidemment bénéficier du retour médiatique de toute sa campagne des présidentielles, qui a commencé à Hénin-Beaumont et qui va se terminer à Hénin-Beaumont. Et puis enfin, Mme Le Pen, comme le Front National le fait de toujours, a ce discours extraordinairement démagogique qui lui permet d'abuser de nos populations un peu fragilisées et qui, évidemment, écoute les discours d'inquiétude qu'elle développe et qui tiennent à n'importe quelle thématique. Enfin, vous avez sans doute à l'esprit ce qui a été dit. Il y a d'abord eu cette ritournelle quotidienne, cette mascarade des 500 signatures. Ensuite, on a eu droit à cette hallucinante tentative de crédibilisation du programme économique du Front National, avec une logorée, un déluge de chiffres sans aucune signification. Et je ne vous parle pas du halal, je ne vous parle pas du déremboursement d'IVG, enfin, etc., etc. Tout est bon à mettre en avant pour inquiéter la population et chercher à récupérer les suffrages. Et donc tout ça, ça va continuer. Et donc Mme Le Pen va arriver conquérante et masquée, face à un candidat socialiste affaibli. Je voudrais même dire, j'ai beaucoup de respect pour M. Kemel, je le connais bien, mais inconnu dans cette circonscription du fait du redécoupage. Mis à part les Cardinois, peu de gens connaissent ici M. Kemel. Et je dois dire que pour l'instant, il ne fait pas grand-chose pour se faire connaître. Il attend prudemment, sans doute, l'élection de M. Hollande. Alors ma conclusion dans cette présentation, c'est de dire, mesdames et messieurs les électeurs, si vous ne voulez pas que Mme Le Pen s'empare de cette 11e circonscription, parce que c'est ce qui arrivera si on retrouve le duel traditionnel, eh bien il n'y a qu'une seule solution, et je le dis en toute modestie, c'est de voter pour ma candidature au premier tour, parce que moi, au regard de ce positionnement dont je faisais état il y a un instant, je serai rassemblé. Voilà le message que je veux faire passer par rapport à cette situation. Ce ne sera pas facile, l'élection sera très difficile, mais je crois qu'il suffit de rester un peu soi-même, c'est-à-dire tolérant, ouvert, respectueux de nos valeurs traditionnelles, l'humanisme, la tolérance. Et puis nous pourrons aller à l'élection, je dirais, en toute transparence, en tout dialogue. Je ne vais pas aujourd'hui, jour de présentation de ma candidature, développer l'ensemble des thématiques sur lesquelles je souhaite attirer l'attention des électeurs. Je voudrais simplement, en 2 mots, vous donner les principales. D'abord, naturellement, lutter pour retrouver les grands équilibres, de manière à ce que la croissance puisse ramener, sinon le plein emploi, du moins un taux de chômage inférieur à celui d'aujourd'hui, et un accroissement du pouvoir d'achat qui est réclamé non seulement par les personnes défavorisées, mais par l'ensemble des classes moyennes. Deuxièmement, c'est écrit derrière moi, c'est très important, lutter contre l'injustice. L'injustice, c'est quoi? Ce sont les inégalités qui aujourd'hui minent notre société. Des inégalités que l'on retrouve partout et qui favorisent la fracture sociale, l'exclusion, et qui, à l'arrivée, pénalisent très lourdement une région comme la nôtre. Troisièmement, enfin, favoriser des politiques de développement de la production, et notamment de la production industrielle. Ici, dans notre région, on aime bien les usines. Et puis également l'éducation, production et éducation, qui sont, pour moi, les 2 vecteurs principaux qui permettront demain à nos habitants de vivre un peu mieux si on s'en occupe. Bien entendu, je ne serai pas seul dans cette démarche. De nombreuses personnes sont déjà venues vers moi. Mais puisque je parle d'ouverture, et puisque je dis qu'il faut que nous travaillions ensemble, j'ai moi-même pris la décision de ne pas vouloir oublier celles et ceux qui pourraient travailler avec moi demain. Et j'ai donc décidé de ne pas désigner mon suppléant aujourd'hui. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire très facilement. D'ailleurs, dans cette salle, il y a 3 personnes qui ont été mes suppléants au cours des 4 dernières élections législatives.
M. Gelé, M. Barré et M. Legrand sont là, d'Aube, Courrières et Nabourmont. Je préfère laisser la porte ouverte. Et je le dis clairement aux autres formations politiques, et notamment à celles qui ne se sont pas encore engagées dans ce débat électoral. Et c'est bien loin de la solution du Front républicain auquel je faisais allusion tout à l'heure et que les socialistes attendent. Il faut que nous soyons rassemblés, nous tous les démocrates, dès le premier tour. C'est un signe d'efficacité et c'est ce qui permettra aux candidats qui représentent ces démocrates de gagner au deuxième tour. D'autres personnes m'accompagneront, je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer cette courte allocution en vous présentant, je dirais, le comité technique qui a commencé à travailler avec moi. Vous dire d'abord que M. Jean-Marie Van Lorenberg, sénateur du Pas-de-Calais, a accepté d'être mon président d'honneur du comité de soutien. Je lui en sais gré. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui travaille beaucoup et qui a évidemment, comme moi, des idées liées à la défense de la démocratie et de la solidarité. Monsieur Gérard Bizet, que vous connaissez, sera mon directeur de campagne. Gérard Bizet, bon, c'est une opération assez simple, que je vous rappelle, c'est fidélité plus efficacité. Et donc je peux compter sur lui pour continuer à travailler de la sorte. Monsieur Lebon, qui a les bras croisés, mais qui sait les décroiser quand il le faut, sera mon mandataire financier. Ça me permet d'ailleurs de faire un petit aparté. Je disais tout à l'heure que je suis indépendant. Cette indépendance, elle se mesure pas simplement par le fait que j'exprime personnellement une candidature sans demander l'autorisation à personne, mais elle s'exprime aussi dans le financement de ma campagne. C'est un financement qui sera assuré pour 2/3 par des ressources personnelles, mon épouse a donné son accord, et pour le reste, par des dons que nous allons solliciter par l'intermédiaire de M. Lebon auprès des administrés de la circonscription. Et je le dis clairement, de manière à ce que certains n'aillent pas tenir, comme Mme Le Pen il y a 5 ans, des discours absurdes. Merci, M. Lebon, pour votre engagement. Eh bien, à côté de M. Lebon, M. Piret, Patrick, va s'occuper de tout ce qui est Internet. C'est un moyen de communication important. Vous avez déjà une adresse ici devant et derrière moi. Communication qui permettra, j'allais dire, de rester en contact tous les jours avec les électeurs. Monsieur De Bruyne, deuxième Patrick, assure un travail de réflexion sur les thématiques de campagne. Vous savez, quand on est candidat à une élection, on doit être pragmatique. Il faut savoir aller vers l'électeur. Mais on ne peut pas être uniquement pragmatique, il faut qu'il y ait derrière une éthique. Ce n'est pas un programme que propose un député. Un député n'est pas candidat à un exécutif. Il ne va pas mettre en place un programme. Mais un député doit avoir des convictions sur l'ensemble des problématiques qui se posent à la population. Et il faut donc y réfléchir techniquement. Et c'est avec M. De Bruyne que je fais ce travail. Madame Flancard sera ma secrétaire. Elle assure depuis bien longtemps et bénévolement pour moi un travail de secrétariat très précieux. Je lui ai demandé de continuer pendant cette période. Jeanne, Madame Sénéchal, qui est à ses côtés, va gérer ce qu'on appelle la veille documentaire. Il se passe toujours des choses pendant les élections. Et c'est aujourd'hui plus chargé qu'autrefois, à cause justement des moyens informatiques. Il faut bien savoir ce qui se dit, ce qui se fait. Donc elle s'en occupera. Et je voudrais maintenant arriver à Patrice. M. Stavski va être l'animateur, le responsable d'un groupe de personnes qui seront mes correspondants territoriaux. Dans l'ensemble des communes de la circonscription, nous aurons des correspondants qui seront nos relais auprès de la population, qui me feront remonter les problèmes, qui me feront connaître
les choses à savoir, et auxquelles je pourrais faire connaître moi-même un certain nombre de choses. Donc c'est une animation parce que ça suppose naturellement une cohérence. Il ne s'agit pas d'aller dans une commune, de dire une chose et de dire autre chose ailleurs et de ne pas avoir un discours global. Donc c'est un travail qui est quand même très important parce qu'il nécessite bien évidemment des contacts humains importants. Et je termine par Isabelle, qui sera chargée, je dirais, de la documentation, de la production photographique. Et donc, elle ira avec moi sur le terrain. Si vous me voyez sur le marché de Hénin Beaumont avec une jeune dame blonde, ce ne sera pas Marine Le Pen, ce sera ma collègue que je remercie. Je voudrais aussi citer Marie-Charlotte Dupuis, qui aura un travail important. Elle n'est pas là ce matin, elle prépare un grand rendez-vous pour son association. Je rappelle que son association Énergie regroupe 1000 personnes. Il y a un grand rendez-vous ce soir, elle prépare ce rendez-vous. Et bien Mme Dupuis va s'occuper du contrôle juridique de toutes nos actions, de toutes nos entreprises. Vous voyez, une équipe très équilibrée, formée de gens que je connais bien, que j'aime beaucoup, avec lesquels je me plais à travailler. C'est le premier cercle. Le deuxième cercle, je viens d'en parler, ce sont ses correspondants territoriaux. Et il y a un troisième cercle qui est formé de personnes extérieures à tout milieu politique, dont les qualités sont liées à leurs vertus personnelles, professionnelles, associatives, et qui m'aidera, je sais, à garder le cap, à continuer à travailler dans le même objectif. Voilà un peu comment nous nous sommes mis au travail, comment nous allons continuer ce travail. Nous sommes confiants, nous sommes surtout déterminés. Nous savons que quelque part, cet engagement, cette entreprise, cette élection, c'est une démarche de salut public, au regard du contexte dont je vous ai parlé. Eh bien, nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au deuxième tour, mais surtout, notre objectif, c'est de nous mettre au service de cette population, de ce terrain que nous connaissons bien. Nous y sommes nés, nous y avons travaillé, nous y habitons, nous en sommes les élus. Je ne dirais pas que c'est mon fief, je laisse ce terme à d'autres personnes, mais c'est un endroit qui nous plaît et que nous souhaitons continuer à fréquenter et à travailler. Donc voilà cet engagement que nous prenons devant vous. Je vous remercie d'avoir été présents, vous qui êtes les premiers à être venus me soutenir. Vous allez continuer à le faire, je le sais. En tout cas, soyez remerciés par votre présence. Et je vous remercie également de transmettre ce qui a été dit ce matin à celles et ceux que vous connaissez, de manière à ce que l'information se fasse. Et je remercie tout particulièrement la presse, bien évidemment, qui fera objectivement ce travail également. Donc merci à vous et je reste à la disposition des professionnels, s'ils le souhaitent, pour prolonger ce propos liminaire que je viens de vous tenir. Merci à vous. J'espère que j'aurai les mêmes applaudissements le 17 juin. C'est sûr.